Et nous revoilà pour la deuxième partie de la vidéo sur le 19e siècle. Donc la première partie, on a vu ensemble nationalisme, libéralisme, socialisme, qui sont trois axes politiques et intellectuels très importants qui naissent, germent et déjà maturent au 19e siècle et qui sont toujours les nôtres aujourd'hui en grande partie. Aujourd'hui, deuxième partie, on va voir des éléments un peu plus concrets, un peu plus historiques et moins théoriques sur ce 19e siècle, nation et société, industrialisation, en cours d'industrialisation. Donc les nationalismes européens, qui sont les enfants de la Révolution française, ça c'est vraiment une tarte à la crème, eh bien, vont également être activés par la conquête napoléonienne. Donc Napoléon, l'empereur français qui prend le pouvoir en 1801 et qui le perd en 1815 à Waterloo, ses armées vont conquérir énormément d'espace, hein, la France devient une sorte de puissance totale en Europe, elle va au nord jusqu'aux Pays-Bas qu'elle intègre, elle prend une partie également de la Belgique, une partie, et elle fait des républiques sœurs en Suisse, en Italie, elle conquiert une partie de l'Espagne aussi. Et dans tous ces endroits, les troupes françaises vont installer des membres de la famille de Napoléon pour régner, ou des alliés très proches de Napoléon pour régner aussi, comme en Suède. Et ce n'est pas seulement ça qui arrive, c'est également le Code civil. C'est également les lois et la nouvelle interprétation de la nation selon la Révolution française. Et donc, grosso modo, on a 10 ans qui se passent dans différents espaces européens dans lesquels cette nouvelle version du politique et de la nation s'impose. Et cela va bien avoir des conséquences tout le long du 19e siècle, puisque ces différentes populations ne vont pas oublier ces droits nouveaux. Donc pour bien comprendre, auparavant, avant la Révolution française, on a l'ancien régime partout, division en ordre, hein, comme vous connaissez bien en France, et lorsque les troupes napoléoniennes, révolutionnaires puis napoléoniennes arrivent dans ces espaces, eh bien c'est l'égalité des citoyens, c'est de nouveaux droits, droit du divorce par exemple, c'est de nouveaux droits d'héritage, donc ce sont des éléments fondamentaux hein, d'organisation sociale qui sont imposés comme ça par les Français à ces populations-là, avec différentes réactions. On a des réactions conservatrices, donc ces peuples et ces États qui vont lutter contre Napoléon et les Français, c'est la Prusse, c'est l'Autriche, c'est la Russie, et qui vont finalement l'emporter en 1815. Eux, ils veulent empêcher au départ le nationalisme en tant qu'idée, ils veulent empêcher le progrès, on va dire le progressisme français social, et on a deux peuples qui vont être très demandeurs de ces idées, c'est les Italiens et les Polonais. Alors pourquoi les Italiens et les Polonais? Parce qu'à l'époque, ces deux peuples n'ont pas d'État. Les Italiens sont divisés en une multitude d'États et ont la domination au nord par l'Autriche, qui domine la Vénétie et une partie du nord de l'Italie. Et les Polonais, eh bien, ils sont dominés par les Russes, qui nient leur identité culturelle et qui tentent de les intégrer de force le plus possible. Donc ces idées de nation, eh bien, ça va travailler chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à penser, mais il faut le faire tout de même. C'est que les concepts politiques complexes, comme celui de nation, voyagent sur le spectre politique, sur l'échiquier politique. Et on peut dire aujourd'hui très facilement que l'idée de nation, elle naît d'abord à la gauche du spectre politique, et puis elle se déplace le long du XIXe siècle pour arriver à la droite de l'échiquier politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que l'idée de nation, elle est un outil politique d'émancipation, et elle est reprise par les Italiens, par les Polonais par exemple, pour lutter contre la domination de la nation russe d'un côté, de l'Autriche, de l'Empire austro-hongrois de l'autre. Plutôt de l'Empire russe d'un côté et de l'Empire austro-hongrois de l'autre. Donc une idée portée plutôt par la jeunesse, plutôt portée par des groupes qui veulent un progrès social important, et donc une idée qui permet la mobilisation sociale, la mobilisation des acteurs, des militants, je dirais aujourd'hui. Et puis à la fin du 19e siècle, si on regarde plutôt 1870-1914, eh bien le nationalisme à ce moment-là est un des outils de l'État conservateur pour mobiliser les troupes, pour mobiliser les citoyens dans des volontés de guerre par exemple, ou dans des volontés pour écraser les autres mouvements émancipatoires, comme le mouvement socialiste. Donc c'est pour ça qu'on parle de migration du concept de nation de gauche à droite. Et c'est encore un concept assez riche qui est souvent mobilisé à droite et à l'extrême droite aujourd'hui. Le nationalisme, il est d'extrême droite, mais vous avez également certaines traces de ce passé de gauche de la nation. Par exemple, vous avez
je crois que c'était LFI en France qui disait, qui reprenait un des mots du 19e siècle, c'était Mélenchon qui disait la nation c'est tout ce qui reste quand on n'a rien, c'est la seule propriété des pauvres. Et ça c'était vraiment, encore une fois, dans l'idée de la nation version Révolution française, version émancipation. Et voilà, gardez d'abord l'idée qu'il y a un vaste voyage de l'idée nationale, de gauche, émancipation, jusqu'au conservatisme et à l'impérialisme et même à la guerre. Ce qui n'a rien à voir normalement avec la gauche, la guerre et l'impérialisme. Et en France, on parlera de revanchisme, c'est-à-dire entre 1870 et 1814, l'idée qu'il faut prendre sa revanche sur l'Allemagne qui avait battu l'empereur Napoléon III en 1870 et qui s'était proclamé empire en 1871 à Paris, à Versailles. Alors voilà, on va voir un petit peu ça maintenant. D'abord, les unités italiennes et allemandes. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très neuf, il n'y a pas d'Italie au sens propre, il n'y a pas d'Allemagne au sens propre avant le 19e siècle, avant la deuxième moitié du 19e siècle. Ce sont des États et des nations très jeunes, beaucoup plus jeunes que les nations franco-anglaises par exemple. Donc l'unification italienne, c'est ce qu'on appelle le Risorgimento. Ça va de 1848 à 1870, et on a quelques acteurs majeurs de cette unification. D'abord le royaume de Piémont-Sardaigne, qui est actuellement situé au nord-ouest de l'Italie. On a le Premier ministre Cavour, qui est le Premier ministre de Victor Emmanuel III, et eux, ils dirigent la royaume de Piémont-Sardaigne, et ils ont cet objectif d'unification de l'Italie en tête. Ils ont un allié, c'est Napoléon III, Second Empire français 1851-1870, qui dans sa jeunesse, donc dans les années 30-40, plutôt les 30, eh bien, avait été faire le coup de feu avec les Carbonari italiens, qui étaient des jeunes Italiens nationalistes anti-autrichiens, et qui faisaient des attentats ou qui faisaient des attaques contre les troupes autrichiennes. Et c'est de là, pour la petite histoire, que devient le plat de la carbonara, puisque c'est un plat de pauvres en fait, c'est un plat où qu'on va faire sur le pouce, donc comme ces nationalistes italiens. Et donc Napoléon III, dans sa jeunesse, il était nationaliste, pro-Union italienne, et quand il devient empereur bien plus tard, eh bien, il n'a pas oublié ses idéaux de jeunesse, et il va appuyer, soutenir, à la demande du Piémont-Sardaigne, la volonté d'unification. Et le troisième acteur, c'est l'Empire d'Autriche, qui lui ne veut absolument pas l'unité italienne. Donc d'abord, on commence en 1859, alliance militaire France-Piémont-Sardaigne contre l'Autriche. Ça donne deux victoires militaires franco-piémontaises, c'est Solferino et Magenta, c'est l'origine des deux arrêts de métro à Paris. Et donc ces deux victoires, où les troupes autrichiennes sont battues, énormément de morts, on est sur des guerres modernes avec de l'artillerie, on est sur plusieurs dizaines de milliers de morts dans chaque camp. Et vous avez un homme suisse qui se balade entre guillemets sur les champs de bataille, qui voit tous ces hommes mourir. Et la plupart du temps, il ne meurt pas sur le coup, mais il meurt blessé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ambulance et de services de soins suffisants dans aucune armée. Et évidemment, on ne va pas sauver et commencer à soigner les ennemis qui sont tombés. Donc vous avez des milliers de morts simplement parce qu'il n'y a pas de soins. Et ça va être le fondateur de la Croix-Rouge. Donc tout l'humanitaire, le mouvement humanitaire va commencer à partir des guerres du 19e siècle et d'un sursaut moral. On ne peut pas laisser mourir ces personnes, c'est pas possible, et ça commence justement à ce moment-là. 1860, l'année d'après, vous avez quelqu'un qui s'appelle Garibaldi, qu'on appelle aussi un condottiere, un chef de guerre, qui part avec 1000 soutiens de Piémont-Sardaigne jusqu'en Sicile, il débarque, et puis militairement, il va prendre ville après ville, petit état après petit état, il conquiert tout le sud de l'Italie, et il remonte comme ça vers le nord, et arrivé, il remet les clés de ces villes à Victor Emmanuel III et à Cavour pour l'unification. 1866, guerre cette fois-ci entre l'Autriche et la Prusse, dont on va parler un petit peu après, et à cette occasion, eh bien, les troupes de Piémont-Sardaigne vont récupérer toute la Vénétie, qui est la région qui pas seulement Venise, mais toute une région autour, assez importante. Et il faut attendre 1870 pour l'annexion de Rome, qui deviendra la capitale de ce nouvel État italien. Pourquoi ? Parce que là, la France, en fait, était un obstacle. Car Napoléon III s'était allié avec l'empereur, pas l'empereur, mais le pape,
parce que le catholicisme est une force politique extrêmement puissante en France, et donc il protégeait le pape et les États du pape, dont Rome. À ce moment-là, c'était beaucoup plus grand que simplement le Vatican. Et une fois que l'Empire tombe, en 1870, eh bien, tout de suite, la Piémont-Sardaigne peut faire mouvement pour prendre tout simplement les États du pape, il n'y a pas de grosse bataille pour ça, et on a l'Italie qui est faite, 1870. En remerciement, au cours de cette construction, vous avez la Nice, non seulement la ville, mais le comté de Nice et le comté de la Savoie, qui sont donnés par le Piémont-Sardaigne à la France. Donc ça n'arrive pas avant la fin du 19e siècle, donc Nice et la Savoie qui deviennent françaises. C'est la raison pour laquelle vous avez énormément de personnes d'origine italienne encore aujourd'hui dans le comté de Nice, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas bougé. Elles étaient là, elles étaient italiennes auparavant, et puis elles sont devenues françaises. Donc c'était très original ces guerres françaises pour l'unification de l'Italie, puisqu'on n'avait jamais vu de nation aller sacrifier ses troupes et verser le sang pour le bien d'une autre nation. Et donc ce qu'on appelle le principe des nationalités, quelque chose de tout à fait nouveau au XIXe siècle, et c'est quelque chose qu'on voit à ce moment-là ici. Et puis vous avez l'unité allemande, très différente, puisque l'une des citations célèbres qu'on fait de Bismarck, qui est le Premier ministre de la Prusse alors, c'est on va faire l'unification allemande par le fer et par le sang, ça veut dire par la guerre. Pourquoi ? Parce que l'autre choix, on avait des nationalistes de gauche allemands qui voulaient le faire par le parlementarisme, par des élections, par l'état de droit. Absolument pas l'objectif de Bismarck et de Guillaume Ier, l'empereur de Prusse. Non, ils veulent garder un pouvoir conservateur et un pouvoir impérial et donc pas du tout parlementaire. Et donc eux, ils veulent faire la nation, mais selon leurs propres termes, donc par le fer et par le sang. Et c'est ce qu'on va voir se dérouler par 3 guerres. D'abord une guerre de 1864 contre le Danemark, car le Danemark alors a colonisé une partie du nord de l'Allemagne actuelle, et ils sont battus d'abord en 1864, puis ensuite contre l'Autriche, qui était l'autre challenger pour l'unité des Allemands ou des peuples germaniques, et qui est battu à Sadova en 1866. Alors dans les deux cas, les Allemands, enfin les Prussiens, ont une avance technologique importante, notamment en termes de transport de troupes et de logistique. Vous avez une très forte densité des chemins de fer en Prusse, qui permet d'amener les troupes et le matériel très rapidement, ou de soutenir un effort ou une bataille qui se passerait mal par plus de troupes et plus de matériel. C'est pas du tout le cas en Autriche, on commence à avoir des chemins de fer mais pas aussi denses, donc les troupes mettent plus de temps à arriver, et même si les Autrichiens avaient plus de troupes, plus de matériel, au final les Prussiens étaient capables de déployer les leurs plus rapidement, de façon plus concentrée, et de gagner de plus en plus de batailles, et notamment celle-ci. Troisième guerre, cette fois-ci pour rallier le sud de l'Allemagne au projet de Bismarck et de Guillaume Ier, c'est la guerre contre la France. Ça a lieu entre 1870 et 1871. Là, Napoléon III, les Français sont complètement manipulés, c'est la France qui déclare la guerre à la Bismarck et à la Prusse, alors que c'est la Prusse qui est préparée pour la faire. Et ça se résout assez rapidement. L'empereur est fait prisonnier après quelques semaines, je crois, de bataille à Sedan. Une fois qu'il est fait prisonnier, son régime tombe, la Troisième République est proclamée à Paris et dans le reste de la France. Et là, on a une étape un peu étrange en France où les troupes prussiennes continuent d'avancer. La République nouvellement nommée monte une nouvelle armée faite de citoyens pour continuer à se battre contre les Prussiens au départ. C'est le moment où vous avez le gouvernement français qui part en ballon et qui quitte Paris parce que les troupes prussiennes arrivent et encerclent Paris. Paris est coupé du reste de la nation. Et d'un côté, vous allez avoir la République à Versailles, qui va faire la paix avec les Prussiens parce qu'elle considère qu'elle ne peut pas gagner, et Paris qui continue à ne pas accepter cette guerre et à devenir la commune de Paris. Donc je n'ai pas le temps évidemment en 2 fois 20 minutes de vous parler de la commune de Paris, mais c'est un moment politique très important pour la France et qui va être une forme de fausse commune de la gauche. En France, les gens sont massacrés, déshumanisés. C'est un moment. Si vous êtes parisien, vous avez énormément de visites à faire, notamment au Père-Lachaise, pour voir les différents symboles ou monuments qui restent de cette période-là. Pour les Allemands, pour les Prussiens, eh bien, c'est l'arrivée de l'Allemagne avec un grand A, le Second Reich, qui est proclamé à Galerie des Glaces à Versailles. Donc,
dans le temple un petit peu de l'absolutisme, le temple de la monarchie, Guillaume Ier prête serment peut être l'empereur des Allemands, et donc vous avez l'Empire français qui s'effondre et devient une troisième république, système parlementaire, et vous avez en Allemagne la conception d'un empire fondé sur la nation comme élément organique, et avec un empereur qui évidemment n'est pas là pour partager le pouvoir. Deuxième élément maintenant, le colonialisme européen. Donc à la fois pendant que l'unité allemande se fait, pendant que l'unité italienne se fait, vous avez deux puissances, la puissance française et la puissance anglaise, qui vont se porter à l'étranger et à l'extérieur, et c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. On a l'empire anglais colonial et l'empire français colonial. Tout cela est à la fois une réponse et un développement de l'industrialisation, c'est-à-dire que l'industrialisation va forcer à l'urbanisation et à la prolétarisation des populations anglaises et françaises, mais la projection à l'étranger et la projection mondiale par la colonisation va permettre de trouver des débouchés commerciaux un peu forcés aux produits qui sont créés dans ces deux économies. Mais ça va permettre également d'aller trouver des matières premières à très bas coût, puisqu'on les vole principalement, et ça va permettre aussi d'alimenter les productions nationales et de les rendre encore moins chères. Donc il y a une logique en fait à la fois à l'impérialisme colonial et à l'industrialisation. Ça entraîne une émigration de peuples européens. Par exemple, la France, dès 1830, conquiert l'Algérie militairement, et elle commence à envoyer de la population, et ça devient une colonie d'émigration avant de devenir département français pour le statut juridique de l'Algérie. Et donc l'Algérie était donc française avant Nice et la Savoie, si vous vous rappelez ce qu'on a dit auparavant, parce que c'est 1860-70 pour Nice et la Savoie, mais 1830 pour l'Algérie. Ces colonies deviennent des lieux d'investissement, des profits dégagés par les entreprises et l'argent des États qui vont pouvoir créer de nouvelles compagnies ou investir pour que l'économie de ces colonies soit directement tournée vers l'extérieur. Et donc on a une compétition entre la France et l'Angleterre, notamment pour l'Afrique et pour l'Asie. Tout cela est permis et expliqué quand même au sein de nations qui se considèrent comme progressistes, à la fois l'Angleterre et la France, par ce qu'on appelle un racisme scientifique, avec de gros guillemets évidemment, puisqu'on va expliquer la domination et la supériorité des Blancs sur les autres peuples et les autres ethnies. On va même aller jusqu'à dire qu'il y a une mission civilisatrice, c'est-à-dire que même si on n'a pas envie, il faut quand même aller le faire parce que c'est la mission de la civilisation de le faire. On parle plus trop de civilisation, justement du fait que c'était un terme et un concept utilisé pour légitimer la domination raciale et coloniale. Et on va même inventer un autre concept qui est le fardeau de l'homme blanc, c'est-à-dire que c'est la mission d'aller dominer les autres et de détruire leur société, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Et tout ça, c'est tout le long du XIXe siècle. Même sous la Troisième République, vous avez des personnes comme Jules Ferry, par exemple, qui est très connu pour avoir poussé pour la gratuité et la laïcité de l'éducation, mais qui est également un très fort partisan du colonialisme, notamment en Asie, on appelle le Tonkinois, puisqu'il est très motivé pour envoyer des troupes et du personnel et de la population dans ce qui deviendra l'Indochine par la suite. Alors, c'est une carte, je ne sais même plus où je l'avais trouvée, c'est quand j'avais fait mes cours de culture G il y a une quinzaine d'années, donc bravo à la personne qui l'a réalisée, mais je ne sais même pas qui l'a fait. Mais en tout cas, elle nous permet de comprendre un petit peu où on en est en 1900. Donc à la fin de ce 19e siècle, historiquement, pour les historiens, le 19e siècle, ça dure jusqu'en 1914. Il y a une différence entre les siècles numériques, où là, le siècle numérique, c'est 1801-1901, mais le siècle historique, pour le 19e siècle, c'est 1789, en fait, dès le début de la Révolution française, 1914, première révolution mondiale. Donc un très long 19e siècle, comme on dit. Et donc à la veille de 1914, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un empire colonial français massif, avec toute une partie de l'Afrique, un empire colonial anglais très massif aussi, avec une partie de l'Amérique, avec le Canada, mais également une partie de l'Afrique de l'Est, et les Indes et l'Australie, et un empire de Russie qui, lui, a été parti coloniser tout l'espace à l'Est, tout ça c'est surtout russe à partir de fin 19e siècle, fin 18e, mais surtout tout le long 19e siècle, et puis regardez un Japon aussi qui a colonisé la Corée.
La Corée, à partir de 1905, elle est sous le joug japonais jusqu'en 1945, et les Japonais vont avoir une politique d'assimilation et de destruction de l'identité culturelle et de la langue coréenne durant toute cette période. Dernier point, l'industrie et la misère sociale en Angleterre, parce que ça va devenir véritablement un des points presque caricaturaux du capitalisme et du 19e siècle. Donc l'Angleterre lance son industrialisation très tôt, dès 1750, et elle accélère à la fin du 18e siècle. C'est la première puissance industrielle mondiale à ce moment-là, on appelle même la manufacture du monde, et elle s'appuie principalement sur le textile, l'acier et le charbon, et plus le chemin de fer. Donc on a une urbanisation massive, rapide, trop rapide, un exode rural extrêmement massif, et donc des personnes qui vont être déracinées et vont s'installer dans des lieux de vie extrêmement pauvres, extrêmement petits et avec énormément de promiscuité. Ça va entraîner des problèmes d'hygiène, des problèmes de maladie et une misère extrêmement importante. Donc la figure du prolétaire qui est développée par Marx, il a qui vit en Angleterre, il est allemand mais il vit en Angleterre, il a qu'à ouvrir sa fenêtre et voir la condition ouvrière. Ce qu'on appelle des pays noirs se forment, c'est-à-dire dans les régions minières et industrielles, où là les taux l'espérance de vie est très faible parce qu'il n'y a absolument aucune protection, il y a très peu de soins qui sont donnés aux ouvriers, donc ils vont mourir par des maladies respiratoires la plupart du temps. Les salaires, comme on l'a vu, ça couvre à peine les besoins de base. Ce sont des conditions très dures. Certains historiens, c'est débattu, mais on fait des calculs précis sur les calories, le temps de sommeil et le temps de loisir des ouvriers anglais. Et ils ont considéré qu'en fait un esclave sous l'Empire romain avait une meilleure espérance de vie, meilleures calories et meilleur temps de sommeil qu'un ouvrier anglais. Donc c'est pour vous montrer le degré absolument terrifiant en fait de la vie à ce moment-là, lorsqu'il n'y a absolument rien pour protéger les prolétaires. On a même en Angleterre, à la fin 18e et 19e, une idéologie anti-pauvre. C'est-à-dire que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute évidemment, mais c'est quelque chose qu'il faut corriger chez vous. Donc on va criminaliser la pauvreté. Si on vous prend à vivre à l'extérieur parce que vous n'avez pas de domicile par exemple, on va vous mettre en prison. Donc on a des prisons pour pauvres où on a du travail forcé, donc c'est de l'esclavage quasiment. Les conditions sont très dures, les études ont montré un taux de mortalité terrifiant, des mesures de privation, des mesures de violence qui sont également faites dans ces prisons pour pauvres. Donc mauvais logement, mauvaise hygiène, choléra et typhus qui se développent, et tout un état, une société qui criminalise le fait de ne pas être riche, tout simplement. Conclusion, il faut déjà conclure. On a un triomphe européen très fort, à la fois dans la colonisation, dans l'industrialisation, toujours une avance technologique, militaire et économique sur les autres parties du monde qui s'impose. La Chine en fait les frais. La Chine est en partie morcelée et battue par les Anglais, par exemple, après la lutte des Anglais pour réussir à imposer la vente d'opium. Les Français aussi, d'ailleurs, pratiquent la vente d'opium par l'État en Asie. Et donc, un triomphe européen absolument partout. Pourquoi je dis apparent ? Parce qu'on a déjà, en fait, les ferments de ce qui va expliquer la chute des Européens au cours du XXe siècle. D'abord, dans les triomphes apparents, on a l'État-nation, à la fois forme juridique et forme politique, qui est d'origine européenne et qui se développe et se diffuse partout. Et lorsque les différentes colonies vont accéder à l'indépendance, elles vont intégrer ces institutions européennes et elles vont chercher à devenir des États-nations également. Donc, on a un triomphe théorique, conceptuel, politique, un petit peu des idées européennes partout dans le monde. On a une domination allemande en Europe très forte, c'est-à-dire que la carte de l'Allemagne elle est gigantesque. À ce moment-là, c'est l'Allemagne actuelle plus la moitié de la Pologne, plus la Prusse, plus la Kaliningrad actuelle qu'on appelait Königsberg. Donc une puissance centrale. Et cette puissance centrale, elle va forcer l'inimaginable. Et l'inimaginable, c'est l'alliance entre la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre nouent une alliance et résolvent leurs problèmes coloniaux à la fin du 19e siècle, et puis va les rejoindre la Russie. Et donc on a déjà en fait fin 19e que se constitue de façon secrète d'abord puis ouverte, ce qui va devenir la triple entente entre l'Angleterre, la France et la Russie, opposée à l'Allemagne, à l'Autriche et à l'Empire ottoman. Donc on a déjà en fait les rapports de force et les mécanismes qui vont engendrer la Première Guerre mondiale.
On appelle aussi le premier suicide européen. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale comme si l'Europe prenait un couteau et se poignardait à plusieurs reprises pendant des années. C'est plus de 20 millions de morts, c'est une partie de la France qui est complètement détruite, et c'est une Allemagne qui va également se ruiner et qui ne se relèvera pas. Et quand elle se relève, c'est pour devenir Allemagne nazie ensuite. Donc le Première Guerre mondiale, c'est vraiment le fossoyeur de l'Empire européen ou des empires européens. On a également les troubles sociaux qui sont très forts, hein, qui génèrent les socialismes, qui génèrent le marxisme, qui génèrent des remises en cause de l'économie européenne et de la société européenne, et qui vont continuer à se développer jusqu'à devenir la révolution bolchevique en 1917 en Russie, qui va menacer toute une partie de l'Europe et qui va agiter une partie de l'Europe également. Donc tout ça, on l'a en ferment au 19e siècle. Et puis on a le revanchisme français, donc ça j'en ai déjà parlé. Après la défaite de 1870, on met en place le service militaire, l'industrialisation de l'armement, l'école obligatoire, qui est aussi dans une perspective de transformer les corps et les esprits pour les rendre attachés à l'idée nationale française et qui ont envie de se battre très vite parce qu'on sait très bien qu'il y aura une prochaine guerre. Et en 1914, eh bien, tout le monde veut la guerre, en Allemagne ou en France quasiment. Le seul en France qui est contre, c'est Jaurès, et qui est assassiné juste avant. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez vous balader dans un des cafés pas loin de la Bourse. Vous avez au sol la plaque « Là a été assassiné Jaurès ». Voilà, c'est la fin de ce deuxième cours sur le 19e siècle, c'est très rapide. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir des pistes pour vous donner envie d'aller lire, d'aller vous informer. Et vous avez énormément de manuels historiques qui ne traitent que du 19e siècle, qui sont extrêmement bien faits et sur lesquels vous avez beaucoup plus de détails que ce que je l'ai fait à ce moment-là. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être encore 2 fois 20 minutes de folie avec la remise en cause du système représentatif au XXe et XXIe siècle. Très bonne semaine à vous, au revoir.